Donc vous dites que vous n'avez pas eu la clavicule cassée. Quel impact physique votre séjour en prison a eu sur vous? Vous savez, c'est toujours très difficile de vivre en prison. Hein? C'est très difficile. Parce que quand nous sommes arrivés, il y avait encore des prisonniers, des civils qui étaient là. Mais on les a fait sortir après. Mais la prison était tellement sale. C'était tellement sale. C'était difficile d'y vivre. Et on a vu même ce qu'on appelle le ver de Guinée. Et ça, c'est très dangereux pour nous. Mais nous avons pris le balai, le savon, nous avons lavé. Pour avoir un peu d'hygiène au moins, pour pouvoir vivre. Laver. Et bon, la cuisine aussi, Dieu merci, que on laissait les nôtres aller à la cuisine un peu. Ce qui faisait que on pouvait respecter quelques règles d'hygiène. Mes belles-sœurs, mes deux belles-sœurs, c'est elles qui préparaient le riz. On triait le riz et tout ça. Et le régisseur, quand il achetait la viande qui devait être préparée, il se prenait les meilleurs morceaux, ce qui restait là, qu'on préparait pour les prisonniers. Et l'eau de boisson aussi, nous mettions dans une bassine et moi je faisais couvrir ça par une écharpe. Après je me suis dit, c'est comme si le président savait qu'une vie pareille nous attendait. Il n'a pas voulu nous habituer aux excès. Nous vivions très simplement, très simplement avec mon mari. Il vivait très simplement. Et mon mari mangeait exactement ce que n'importe quelle famille guinéenne pouvait manger. C'était notre repas. Et même des fois, quand il me trouvait en train de boire de l'eau glacée, il me disait, attention, ne t'habitue pas à ça, il n'y a pas de glace dans les villages. Il était très strict avec nous. Je me rappelle, une fois, une amie m'a donné une belle tenue, brodée, très jolie, que j'aimais beaucoup. Un soir, mon mari rentre, il trouve que j'avais repassé ma tenue que j'avais mis sur le lit. Il dit, hey, c'est pour qui ça? J'ai dit, ça peut être pour qui? J'ai dit, c'est pour moi. Il me dit, tu sais que si tu portes ça, tu ne me suis pas. J'ai dit, ah, pourquoi? Il ne faut jamais porter quelque chose qui attire le regard des autres. C'est pour vous dire comment il était strict avec nous-mêmes. C'est ainsi que même ses enfants n'ont pas voulu que ses enfants étudient ailleurs. Tous nos enfants ont étudié, ils ont fait toutes leurs études en Guinée, jusqu'à la fin de leurs études. Heureusement pour nous que tous les deux travaillent très bien, et Ami Touré et son frère Mohamed. Quand ils ont eu le bac, moi j'ai dit à mon mari, j'ai dit, hey, mais si tu peux leur donner une bourse pour terminer, il dit jamais. Mes enfants feront toutes leurs études ici. Effectivement, ce qui s'est passé. Après, ils ont commencé à travailler, chacun, Aminata qui avait fait droit, travaillait à la justice, et Mohamed, lui, il était économique, il a fait des études économiques. Et c'est ainsi que les enfants ont été, et cela nous a beaucoup aidés. À notre sortie de prison, j'ai été invité par le président Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire. J'ai été d'abord reçu par le roi Hassan au Maroc. D'abord, comment vous êtes sorti de la prison? Par des démarches organisées par Sa Majesté, le roi Mohamed V, qui a fait beaucoup de démarches pour nous sortir. Et quand il a réussi à nous sortir,
il nous a reçus au Maroc. Nous sommes allés d'abord au Maroc. On a été reçus par Sa Majesté. Et arrivé au Maroc, le président Houphouët-Boigny a voulu nous recevoir aussi en Côte d'Ivoire. Il a fait beaucoup de pression, on demandait toujours à Sa Majesté de nous laisser partir. En fin de compte, nous sommes allés en Côte d'Ivoire aussi, à l'invitation du président Houphouët-Boigny. Dieu merci, tout s'est bien passé. Et moi, j'étais préoccupée par la situation de mon fils. Et c'est ce que mes préoccupations que j'ai dit au président. Je voulais que Mohamed soit éloigné du contexte guinéen. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est la porte d'à côté. Et moi, je voulais vraiment plus qu'il reste dans ce contexte-là. J'ai demandé au président Houphouët, je lui ai dit, si vous pouvez donner une bourse à mon fils pour qu'il fasse les études post-universitaires, il dit, ça me fera beaucoup plaisir. Il m'a demandé où je souhaite qu'il aille. J'ai dit que ce soit au Canada ou aux États-Unis. J'ai dit, mais je veux qu'il soit loin de ce contexte-là. C'est lui qui a donné une bourse post-universitaire à Mohamed. Il l'a envoyé aux États-Unis. Arrivé aux États-Unis, mon mari avait un ami américain. Quand il a appelé M. Bradford, qu'on était sorti de prison, il m'a téléphoné un jour. J'étais à Abidjan. Oh, madame Chekoutou, je suis content, on vous a libéré. J'ai dit oui. J'ai dit, comment ça va? Il dit, j'ai dit, M. Bradford, ça ne va pas. Eh, comment ça ne va pas? J'ai dit, mon fils est aux États-Unis et aucune université ne veut le prendre. Parce que les universités ne l'ont pas accepté? Non, parce que ce sont ces papiers qui n'étaient pas réguliers, quoi. On avait fait des papiers ici. Nous avons été aidés par des amis ici qui ont fait des papiers, mais qui n'ont pas tenu compte des 2 années de faculté. On faisait 2 années de faculté avant d'aller à l'université. Et ils ont sauté les 2 années là. Les Américains ne comprenaient pas comment il est allé à l'université. Alors j'ai expliqué ça à M. Bradford. M. Bradford me dit, donnez-moi les coordonnées de Mohamed. Il a téléphoné à Mohamed, lui a expliqué le problème. Lui, il a écrit maintenant aux universités pour expliquer notre problème et tout ça. Et cela nous a aidés parce que aussitôt l'université du Texas a accepté Mohamed, mais ils disent, nous le testons d'abord. Nous ne prenons pas. Nous le testons avant de le prendre. Ils ont fait le test qui a été concluant. Ils ont dit, nous c'est des étudiants comme cela que nous souhaitons avoir. C'est ce qu'ils ont pris Mohamed à l'université du Texas pour faire ses études post-universitaires. En ce qui vous concerne maintenant, après la sortie de prison, quel est le chef d'État qui vous a tendu la main? Comme je viens de vous dire, il y a eu Sa Majesté du Maroc et Assane et choses. Le vieux Houphouët-Boigny. Et c'est là-bas que vous vous êtes établi au Maroc? Je suis restée un peu au Maroc. Je ne suis pas restée longtemps. Le président Houphouët m'a reçu. Donc je suis allée en Côte d'Ivoire. Je suis allée en Côte d'Ivoire et reçue par le président Houphouët-Boigny qui s'est bien occupé de moi. Je le remercie, je suis très reconnaissante. D'abord, il a donné la bourse à mon fils pour étudier. Ensuite, il s'est occupé de moi. Je logeais tout à côté de lui dans une villa et mon repas venait de chez lui directement. Ce que je mangeais, ça venait de chez le président. Ça a duré un moment. Et le président était devenu vieux, il ne contrôlait pas plus toutes ces choses. Et c'est en ce moment que j'ai commencé à rencontrer quelques difficultés. Mais moi, j'étais prête. Je me suis préparée à tout cela. Ça ne me dérangeait pas beaucoup. Des difficultés financières? Non, c'est-à-dire que le président, réellement, il ne m'a pas donné d'argent. Il ne m'a pas donné, il n'y avait pas de problème d'argent entre nous. Mais il m'a envoyé à manger, il s'occupait de tout. Donc, et nous n'étions pas habitués à l'argent.
président Sékou Touré ne nous a pas habitués à l'argent. Donc, ce n'est pas le problème d'argent qui m'embêtait. Mais le repas maintenant qui venait de la présidence avait beaucoup changé et tout ça là. Mais qu'à cela ne tienne, moi j'avais pris mes dispositions. J'achetais mon sac de riz, j'avais ma marmite sur le feu, parce que je reçois de la famille, je préparais tous les jours à manger chez moi. Mes frères et soeurs qui viennent, je ne veux pas leur dire. Donc la vie était normale pour moi. Hein. Vous avez fait combien d'années en Côte d'Ivoire? Ça, maintenant, je ne me rappelle plus très bien. Je suis restée, je ne sais pas combien d'années. Entre-temps, à la mort de vieux, Au Fouette-Boigny, oui. À la mort au Fouette-Boigny, j'étais là-bas, j'ai assisté à ces funérailles et tout. Et j'ai compris que je devais me préparer à quitter. Parce que comme chez nous on dit, il a duré l'ombal là. J'ai compris, j'ai pas eu besoin qu'on me le dise. J'ai compris, donc j'ai pris mes dispositions. Un jour, j'étais assise chez moi, là où le vieux m'avait laissé, le président m'avait laissé à la villa, tu vois, quand les gens sont venus pour visiter la maison. C'est leur droit, c'est leur maison. Et Mohamed était déjà aux États-Unis, mais il était venu me voir. On a dit à Mohamed, va voir là où ta mère va déménager. Parce que là, maintenant, il fallait me sortir de la maison. Là. On avait déjà trouvé une autre maison, ou bien c'était une manière pour eux de vous dire de quitter? Ils ont amené Mohamed visiter la maison, où ils voulaient me mettre. Mais j'ai vu au retour de Mohamed, il est un peu préoccupé quand même. Je lui ai dit, Mohamed, ne t'en fais pas. Moi, mes problèmes, je les règle. Je lui ai dit, pardon, il ne faut pas te faire de soucis. Va seulement, tu vas me montrer, parce que je veux voir avant de prendre une décision. Je suis allée et c'était un endroit. Nous, on est habitués à être modeste, mais quand même cet endroit-là, c'était au milieu des baraques des Burkinabés, là, plein de baraques. Et je considérais qu'il n'y avait pas assez de sécurité là-bas, parce que si quelque chose arrive, on ne sait pas où aller. Je dis à Mohamed, t'en fais pas. Moi, mes problèmes, je les règle. J'ai aussitôt pris des dispositions. J'ai appelé ma fille, Lala, qui était à Dakar avec son mari. J'ai dit, trouve-moi. Aminata, hein? Pas Aminata. Lala, Mariam Touré. D'accord. J'ai dit, trouve-moi un appartement à côté de toi. Je ne peux plus vivre seul. Mais je vais être à côté de toi et tout ça, là, mon repas et tout ça. J'ai dit, trouve-moi quelque chose, parce que je vais venir bientôt. J'ai dit ça. Et par chance, là où elle habitait, le propriétaire de la maison, qui est un grand admirateur du président Sékou Touré, lui, il avait ses appartements, il avait construit une maison, il devait déménager. Ses appartements qui étaient au-dessus de là où était ma fille, il quittait. Il a dit qu'il va me louer l'appartement. Donc, ça a été une chance pour moi. Moi, j'ai pris mes dispositions comme cela. J'ai pris mon billet. À l'époque, on m'avait retiré la voiture que le président, au fait, avait achetée pour moi, il m'avait donnée. Et cette voiture-là, un jour, le chauffeur est allé pour une révision. On lui a retiré pour dire qu'on envoie à la primature. Le chauffeur était très choqué. Moi, j'ai dit non. Et ils n'ont plus besoin que moi. S'ils ont pris, ça fait rien. Moi, je prends la voiture pour aller à la mosquée. C'est le seul endroit où j'allais, c'est à la mosquée et puis à la maison. S'ils ont besoin, qu'ils prennent. J'ai banalisé ça. Et ils ont besoin. Tandis que moi, je n'ai pas tellement besoin. Mais nous avions des amis. Il y a le Zéni Koulibaly qui avait été ambassadeur de Côte d'Ivoire
en Guinée qui s'occupait de moi. Là, quand il a su qu'on m'avait retiré la voiture, tous les vendredis, il envoyait son fils pour me prendre. C'est lui qui m'amène à la mosquée, qui me ramène à la maison. Il m'a dit, madame, si vous avez des courses, appelez ma femme. Elle vous fera toutes vos courses. Moi, je ne peux pas lui déranger sa femme. Les filles de mes nièces, là, qui étaient à côté de moi, c'est elles. Je les envoie au marché pour acheter le riz, pour acheter les condiments. Et je préparais mon repas chez moi. J'étais donc tranquille. Quand j'ai pris mon billet, à ce moment, Air Guinée marchait. D'abord. Qui vous a acheté les billets? Moi-même, je me suis acheté mon billet. Air Guinée, j'ai envoyé mes frères, les jumeaux, qui étaient à la Guinée, pour prendre toutes mes affaires. Moi, je n'avais plus rien à Abidjan. J'avais fait déménager. Les quelques affaires que j'avais achetées, j'avais acheté quelques jolis meubles, que j'ai encore ici d'ailleurs. J'avais fait tout déménager par Air Guinée. Et le jour que je quittais, je n'avais qu'une petite valise et un sac. Des amis ivoiriens qui me disaient, ah, madame, il ne faut pas partir, il faut venir et tout ça. J'ai dit, je viens et tout ça. Quand ils sont venus voir mes parents, ils disent, ah, c'est tout. Donc, on a l'espoir que vous allez revenir. Moi, je n'avais plus rien dans la maison. C'est ainsi que j'ai quitté. Tranquillement, la Côte d'Ivoire. Je ne dis à personne. Quand Zéni est venu me prendre, il m'a amené à l'aéroport. C'est lui qui m'a accompagné à l'aéroport. J'ai pris mon avion pour Dakar. J'ai eu la chance, parce que je suis arrivée à Dakar peu de temps, ma mère est tombée malade, on me l'a envoyée, et Dieu merci, elle est morte dans mes bras. Et vous êtes revenu avec la dépouille en Guinée? Je suis venue avec la dépouille. C'était votre premier retour depuis que vous avez quitté le pays après votre sortie de prison? Oui. Comment c'était? Ça s'est très bien passé parce que le président Kouanté a voulu se rattraper. Il s'est occupé des funérailles de ma mère. Parce que le communiqué que la famille a envoyé, il a retiré le communiqué, il a fait un communiqué. Et c'est lui qui a fait les funérailles. Quand on a amené le corps de ma mère chez elle à Massanta était devenue ce jour-là comme si c'était la capitale de la Guinée. Tous les hauts dignitaires guinéens se trouvaient là-bas. Cela a effacé un peu oui, moi, après le retour, la colère que vous aviez? Oui. À notre retour, la famille a voulu remercier le président. Moi, j'ai dit, mais c'est un devoir pour moi d'aller le remercier. Parce qu'il n'était pas obligé de faire ce qu'il a fait. S'il l'a fait, je lui suis reconnaissante. Je vais aller. Je ne parlerai pas, mais je vais aller. On est allé avec la famille, mes frères et soeurs et tout le monde. Les frères ont fait des remerciements. Et au retour, 2 jours après, Lansana Kouanté m'a envoyé Zoumanigui, qui était ministre à l'époque, qui veut me voir. Je me suis demandé pourquoi il voulait me voir. Je dis, comment? Il veut me voir seul ou avec la famille, donc seul. Je n'aimais pas beaucoup cela. Pourquoi? Je me suis préparée en conséquence, intérieurement, pour cette rencontre. Et je suis allée à sa rencontre. Comme il avait voulu me voir seul, mon frère qui m'a accompagné m'a attendu dans un autre bureau. On est rentré au salon. Quand il est venu, il m'a trouvé. Il voulait me donner de l'argent. Il a sorti une enveloppe qui m'a tendu. Mais ça, c'était trop pour moi. La somme d'argent était trop? Non, ou le geste? Le geste. Le geste. Parce que quand il m'a tendu, j'ai eu un haut le cœur. Ça m'a donné même envie de vomir. Je me suis dit, ah non, c'est le président. Vous savez que je ne peux pas prendre votre enveloppe. C'est comme cela. J'ai réagi violemment. À moi-même, je me suis blâmé après. Parce que quand même, j'aurais pu être moins. Lui-même, je crois que ça l'a étonné un peu. Parce qu'il est resté quelques secondes. Il dit non, c'est pour acheter du riz et tout ça là. J'ai voulu adoucir un peu. J'ai dit non, vraiment. Ce que vous avez fait déjà pour le décès de ma mère, c'est largement suffisant. Je ne peux pas prendre l'argent.
Mais moi, prendre l'argent là, c'était comme si je buvais le sang de mes parents qui l'a tué. Je ne pouvais pas supporter cela. Ça, c'était trop fort pour moi. Vous étiez préparé intérieurement pour rencontrer le président. Dans quel sens vous avez parlé tout à l'heure? Dans ce sens-là, en me disant, si c'est pour donner de l'argent, je ne peux pas prendre son argent. Ah, je ne lui demandais rien. Hein. Je ne lui demandais absolument rien. Je n'ai rien, mais j'ai ma dignité. Et vous êtes resté longtemps en Guinée quand vous êtes arrivé là pour les funérailles de votre maman? Après, je suis rentrée, je suis revenue, je suis retournée à Dakar. J'ai vécu quelque temps à côté de ma fille. Et bon, quand est-ce que je suis venue en Guinée? Je ne me rappelle plus les dates là maintenant. Je suis revenue en Guinée. Dieu merci, je suis encore en Guinée. De temps en temps, je vais au Maroc pour faire mon bilan de santé, parce que c'est là-bas où je me fais soigner. Ils s'occupent très bien de moi. Et je suis très reconnaissante au gouvernement marocain, à Sa Majesté, à la famille royale, vraiment qui me donne le meilleur accueil chaque fois que je vais. C'est l'occasion pour moi de les remercier. Vous êtes soigné gratuitement ou qui paye les frais? Gratuitement et vraiment dans les meilleures conditions. Les meilleures conditions. Quand j'arrive, dès qu'ils savent que je suis là, on me prend en charge. À la clinique royale, je reçois tous les soins, sauf l'ordonnance qu'on me donne peut-être à la fin pour acheter mes médicaments. Mais je ne paye pas un sou pour les soins. On me fait toutes les visites possibles. Vous avez une maison au Maroc où vous habitez ou bien c'est toujours à la clinique royale vous restez? Ah non, je n'ai pas de maison. Quand je suis au Maroc, j'habite chez ma fille Ami Touré. C'est elle qui habite au Maroc. Moi, je ne suis pas au Maroc, je n'ai pas de maison, je n'ai absolument rien là-bas. C'est chez elle que je suis. Et je rentre à la clinique juste pour faire mon bilan de santé. Dès que ça finit, je retourne, je reviens en Guinée. En off tout à l'heure, hors micro, vous m'aviez parlé de votre visite au cimetière de Cameroun. Vous avez vu la tombe de votre mari. En Guinée, on racontait souvent, depuis ma tendre enfance, j'ai toujours entendu que votre mari avait dit dans le temps que personne n'allait voir sa tombe, encore moins sa dépouille. Est-ce vrai cette légende? Oui, il a dit que personne ne verra sa dépouille. Effectivement, il a dit ça. Et Dieu merci, personne n'a vu sa dépouille. Parce que c'est pour cela qu'on a dit qu'il n'est pas là. C'est une fausseté. Il est mort aux États-Unis, à Cleveland. Le corps a été pris à Cleveland. L'avion qui amenait le corps de Cleveland s'est arrêté qu'à Conakry. Moi, j'ai dit aux journalistes qui ont posé, j'ai dit donc on a largué le corps. Ils ont dit qu'il n'a pas été enterré. J'ai dit les États-Unis, c'est pas comme la Guinée. Hein. C'est pas un pays de désordre. Le corps a été accompagné par le secrétaire d'État. Je ne peux pas suivre un cercueil vide. Ils ont raconté des tas de choses. Certains disent que c'est des cailloux qu'il y avait dans le cercueil. Certains disent des tas de choses, des mensonges. Mais le Guinée est très fort en mensonges. Hein. Des grossièretés même, parce que vraiment, moi j'ai dit, mais pourquoi mon mari n'allait pas être enterré en Guinée? Ce pays qu'il a aimé et défendu. Pourquoi? Pourquoi? C'est ici, le corps de mon mari repose ici. Et quand il est mort, Sa Majesté, le roi du Maroc qui s'est occupé des funérailles, a envoyé des oulémas. Il y a eu des oulémas qui sont venus du Maroc. Et parmi ces oulémas, il y a deux oulémas qui sont des descendants directs du prophète Mohammed, que la paix et le salut de Dieu soit, qui ont assisté aux funérailles de mon mari. C'est ici,
Cleveland, on a fait la toilette funèbre. Mais c'est ici réellement qu'on a fait la toilette. Par ces éléments-là. Quand ils sont venus, ils ont demandé à Mohamed d'amener les linceuls. C'est nous qui avons donné les linceuls. J'ai donné les habits qu'il portait à la Mecque, les derniers habits, avec la percale. Les oulémas là ont fait sa toilette funèbre. Ils l'ont bien nettoyée. Et ils ont envoyé nous demander d'aller maintenant faire nos derniers adieux aux défunts. Mais que, pardon, ils nous demandent qu'il n'y ait personne de sale à côté. C'est l'expression qu'ils ont utilisée. Pour vous, ça voulait dire quoi? Moi, j'ai dit, moi, je n'ai pas de problème, mais j'avais peur pour mes belles-sœurs parce que je ne sais pas comment ils vont comprendre cela et tout ça. Mais j'ai envoyé dire à mon beau-frère, là, la commission, mon beau-frère a dit, ça sera fait comme ils ont dit. Et on est allé, nous n'étions pas nombreux, hein, la famille stricte, pour aller voir le corps. Mais si vous aviez vu, c'est comme s'il dormait là, l'air reposé. Il avait même un petit sourire aux lèvres. Après sa toilette funèbre. Moi, j'ai remercié les éléments qui ont fait la toilette. J'ai dit, chez nous, on dit que si on peut connaître celui qui va faire sa toilette funèbre, j'ai dit, tu peux lui donner tout ton héritage. Moi, je n'ai rien à vous offrir. Mais j'avais pris des courants qu'il avait ici, au moins une dizaine. J'ai dit, je vous donne ça. Chaque fois que vous lirez le courant, vous faites des bénédictions pour lui. Ce que j'ai trouvé à leur offrir. Avec quelques cartons de jus, d'ananas, de sel. Et vous étiez parti suivre le cortège qui est parti enterrer votre mari. Vous avez su exactement où était sa tombe ou bien c'est après que vous l'avez compris? Non, j'ai été enterré au mausolée. J'ai été enterré. Moi, je ne suis pas rentrée dans le mausolée, mais j'étais dans la foule. Après l'enterrement, je suis venue ici, à Coléa. Mais je n'ai plus eu la chance de retourner au mausolée pour voir la tombe. Parce qu'entre-temps, nous, on nous a arrêtés. Vous m'avez raconté tout à l'heure hors micro que vous étiez revenu après voir le mausolée et vous n'avez pas aimé l'état dans lequel vous avez retrouvé la tombe. Non. C'est-à-dire, comme je vous ai dit, je suis venu à la mort de ma mère en 97. Après, ma mère a été enterrée chez elle à Massanta. Retour. Je suis resté quelque temps ici. C'est là où j'ai été au mausolée. J'ai profité même du 9 février, c'était la fête de Malia. Je dis, je vais aller faire des prières sur la tombe de Malia. Je suis allé me recueillir un peu sur la tombe de Malia. Malia Camara. Malia Camara. Elle est aussi, elle est au mausolée. Le président avait fait retourner ses restes là-bas. Avec Alpha Yaya Diallo, Murphy Nyanyabate, l'Almami Samour, ils sont tous là-bas. Adjaman Fori plus tard est venu aussi s'ajouter à eux. Bon, après je suis allé sur la tombe de mon mari. Le beau-père de Mohamed, Marcel Cross, avait mis des barbelés autour de la tombe. Entouré la tombe de fer, des barbelés. Et bon, j'ai vu que la tombe était couverte d'un linge blanc. Je me suis demandé ce que cela signifiait. Après, j'ai dit, comme il aimait le blanc, c'est certainement à cause de ça qu'on a mis un drap blanc sur la tombe. C'est sa secrétaire Adja Aïbobo qui s'occupait de sa tombe. Après, nous n'étions pas là, c'est elle qui était là-bas. Mais j'ai été poussée quand même par la curiosité. Je me suis baissée, j'ai soulevé un peu le drap et j'ai vu le cercueil. J'ai vu que la tombe était ouverte. La tombe n'était pas couverte du tout? Pas du tout.
Dès que j'ai soulevé, j'ai vu le cercueil. Mais je comprends dans ce sens que le roi Hassan II voulait s'occuper de la tombe de mon mari. Il m'avait dit ça, il m'avait fait dire par son fils qu'il va s'occuper. Mais dès après la mort, comme les Guinéens ont changé complètement, qui pouvait faire ça maintenant? Il n'a pas pu. Mais je pense que c'est à cause de ça que la tombe n'avait pas été fermée. Parce que s'il avait fait, il aurait peut-être transféré le corps pour arranger. Il voulait faire un mausolée pour mon mari, qui n'a pas pu réaliser malheureusement. Mais après cela, personne ne s'est plus occupé de là-bas. On a laissé comme cela, dans cet état. Et le choc pour vous? Ah, le choc était grand, parce que c'était 17 ans après la mort de mon mari que je voyais que la tombe était encore ouverte. C'était un grand choc pour moi quand même. J'ai été voir Raja et Bobo, je lui ai dit qu'est-ce que je dois faire. Elle me dit qu'elle pense que je dois écrire au gouvernorat. C'est le gouvernorat qui s'occupait de là-bas, soi-disant. Moi, je n'avais pas la force d'écrire. Je lui ai dit, Adja, si vous pouvez me faire un projet de lettre, si je suis d'accord, je signe. Dans le cas contraire, mais j'ai attendu 3 jours, comme le projet ne venait pas. Je me suis résignée à faire la tombe de mon mari. Je lui ai dit, je vais faire la tombe. Qu'importe ce qui m'arrivera, si on doit m'arrêter pour cela, je suis prête à aller encore en prison, mais je ne laisserai pas sa tombe comme c'est. Parce que quand je me couchais la nuit, je voyais la tombe ouverte. Et je ne pouvais pas dormir. Pour avoir la paix du cœur même, il me fallait faire. C'est ainsi que j'ai pris la décision de faire. J'ai cherché un architecte étranger, pas un Guinéen du tout, pour me faire sa tombe. Je lui ai dit, s'il vous plaît, vous allez mettre une dalle. Je ne voulais pas qu'on mette la terre. Parce que je me suis dit, un jour on va déplacer peut-être. Mettez-moi une dalle. Et c'est ainsi, la tombe comme elle est aujourd'hui, c'est moi qui l'ai faite. Et vous n'avez pas eu de problème, les autorités ne vous ont pas interpellé? Non, mais qui s'occupait de là-bas? Ce n'était plus leur problème, hein. Personne n'y pensait, je pense. Dites-moi, aujourd'hui vous avez de la haine par rapport à tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez eu? Pas du tout, je n'ai aucune haine dans mon cœur. Et je souhaite ne pas avoir de haine. Moi, j'ai pris tout ça là en disant, c'est ma destinée, Dieu a voulu ça. Et je remercie Dieu, parce que Dieu m'a donné l'opportunité aussi de m'occuper de la tombe de mon mari. Ça, c'est une chance. Quelqu'un d'autre pouvait le faire. Et je n'aurais pas su ce que je suis là. Donc, je n'ai vraiment aucune haine pour qui que ce soit. Et je remercie Dieu de m'avoir donné ces opportunités, de m'avoir donné la vie que j'ai eu à mener. Je remercie Dieu et je suis très reconnaissante à Dieu. Je n'ai aucune haine à l'égard de qui que ce soit. Aucune haine, aucune rancœur. Moi, j'ai demandé, une fois, on était encore en prison, quand un monsieur est venu me dire qu'il est arrivé au président et que le président lui a dit de me dire que je fasse des bénédictions pour lui. Quand il m'a dit ça, j'ai dit, ah, c'était très préoccupant pour moi. J'ai dit, ah, dans la vie, quand on vit ensemble, on ne sait pas où est les torts, hein. Chacun peut se faire du tort. J'ai demandé, j'ai jeûné pendant 3 jours. 3 jours, j'ai demandé. J'ai fait en prison. En prison. J'ai jeûné pendant 3 jours. Et j'ai demandé à Dieu de m'aider. Que dans ma vie, surtout ma vie conjugale, que je ne garde rien de ce qui a été mauvais pour moi. Que je ne garde que les bons souvenirs. Tout le reste que j'oublie.
J'ai demandé ça à Dieu. Hein. Et Dieu merci que moi j'ai tout oublié. Hein. Dieu merci. Je veux garder que ce qui a été bien pour moi. Et ça, j'ai fait des prières. J'ai jeûné 3 jours. J'ai prié Dieu qui me donne cette force. Parce qu'il y avait vraiment de mauvais souvenirs. Ah, mais les souvenirs de ce que nous avons eu après, il ne faut pas garder ça comme rancune. Avec mon mari, je n'ai rien eu de mauvais, hein, rien du tout. Il y avait une compréhension totale entre nous, une confiance totale. Il me faisait confiance, je lui faisais confiance. Mon mari n'avait aucun secret pour moi, même si je faisais comme si je ne savais rien, ce qui est normal. Nous avons vécu dans l'harmonie totale toute notre vie. Et je prie Dieu pour lui qu'il ait la paix et le repos éternel. Lui et ses compagnons de lutte. Parce qu'il n'a pas été, comme on dit chez nous, un seul doigt ne peut pas prendre un caillou. Il faut l'union. Donc ceux avec qui il a lutté, que Dieu leur donne la paix, le repos éternel et le paradis saint. C'est ce que j'ai. À part la maison, la villa de Sili, où vous habitez maintenant, est-ce que vous aviez d'autres biens que votre mari vous a laissés? Il y a les cases de Bellevue. Les cases de Bellevue, mais qu'on ne nous a jamais rendues. Parce que ça, c'était à votre nom? Non, c'est au nom de mon mari. Hein. Les cases de Bellevue, c'est au nom de mon mari. Et, bon. Vous savez, moi, je ne vais pas me battre pour le matériel. Ils n'ont pas donné. Bon, moi, je ne sais pas la raison. Parce que les cases de Bellevue, mon mari a acheté le terrain en 1956. Donc, bien avant l'indépendance. Il a acheté le terrain. C'était un dépotoir d'ordures. C'est les ordures que j'étais là-bas. La ville n'arrivait pas jusque là-bas. Il y avait chez les prêtres là, puis ça, c'est tout. Le reste, tout était en broussailles. Quand il a acheté le terrain, on a nettoyé. La première année, moi, j'ai cultivé même du riz, j'ai récolté, j'ai fait une très bonne récolte parce que c'était très chouette. Bon. Et quand on a voulu construire maintenant, mon mari avait confié le chantier à Elhadj Fofana. C'était son ami, Madou Fofana. C'est celui-ci qui avait une case dans sa plantation. Il a voulu ce modèle de case. Quand il a demandé à Elhadj Fofana a confié le chantier à un architecte français, M. Despaux, qui avait évolué à Kanka. Despaux, on l'appelait Despaux Koudouni, hein, blanc en français. Là. C'est M. Despaux qui a construit les premières cases qu'il y a eu sur les cases de Bellevue. Bien après l'indépendance, il était président, votre mari, en ce moment? Il n'était pas président. Je vous dis, 56, 57, il n'était pas président. Il n'était pas du tout président. Quand M. Despaux a construit les cases, il y avait 2 cases, je crois, 2 cases. Et les cases là, quand il y a eu l'agression de 70, on a brûlé les cases. Ils ont attaqué, ils ont brûlé. Ils pensaient que le président était là-bas. Ils voulaient l'attaquer, alors qu'en réalité, il n'a jamais passé de nuit à Bellevue. Jamais. Mais ils sont allés, ils ont brûlé. Et quand on a annoncé que la propriété du président Sékou Touré avait été brûlée, il y a certains de ses amis qui ont voulu reconstruire. Il dit non, il n'a pas voulu. Il dit quand j'aurai les moyens, je vais construire. Parce que le président n'aimait pas les dons. Il dit ce qu'on lui donne, c'est au peuple qu'on donne. À lui, on ne donne rien du tout. C'est rien de personne.
C'est resté un moment comme cela. Et quand il a voulu maintenant reconstruire, il a confié le chantier à monsieur l'architecte là. Il s'appelle. Un architecte guinéen. C'est ce dernier qui a construit les cases. C'est un grand architecte. Il était très fort. Et après la reconstruction, le premier hôte qu'on a reçu, c'était un Américain avec sa femme. Ils ont beaucoup aimé les cases de Bellevue. J'oublie le nom que me échappe maintenant. Donc, c'est ainsi que tout s'est passé. Dieu merci. Moi, je dis, je ne me bats pas pour le matériel. Celui qui l'a fait, il est parti avec quoi? L'homme ne part qu'avec son linceul. Tout le reste, on laisse ça ici. Les enfants, si Dieu leur donne la chance, ils auront. Moi, je n'ai rien demandé à qui que ce soit. Jusqu'à aujourd'hui, on est à ça. Mais ils savent que c'est notre propriété. Ils utilisent. Le gouvernement utilise les cases de Bellevue. Ils mettent des autres là. Mais ils ne demandent pas notre avis. J'entends des gens dire qu'on nous paye un loyer. Je dis quel loyer? Rien. C'est comme si le président Sékou Touré n'a rien eu dans sa vie. Si ça leur convient, moi ça me convient. Il vous a laissé d'autres biens, à part les maisons, l'argent, les bijoux? Moi, j'ai mes bijoux, Mes bijoux, mais... Non, ce n'était pas dans les préoccupations du président Sékou Touré. Vraiment, il ne tenait pas compte de ces choses-là. Il était... Non. Quelles sont vos relations aujourd'hui avec les anciens collaborateurs du feu président Sékou Touré ou bien vos anciens amis? Est-ce qu'ils viennent toujours vous rendre visite? Vous avez des contacts avec eux? Ah oui, j'ai des contacts avec, il y a par exemple les épouses de ses compagnons, Madame Pamara, on a des contacts. Tout se passerait bien entre nous. Parce qu'elles ont souffert aussi, ces femmes-là. Elles ont beaucoup souffert. Et aujourd'hui, Madame André, vous vivez de quoi, vous et vos enfants? Vous avez une pension? Oui. Et Lansana Conté a établi ma pension plusieurs années après la mort de mon mari. C'est quand il était malade lui-même, qu'il devait aller se soigner, je crois qu'il avait peur, je ne sais pas. C'est en ce moment, un jour, j'étais ici, là, tranquillement. On m'a téléphoné, prépare-toi, il y a des gens qui doivent venir te voir. Moi, j'étais toute seule. Je dis, quels sont ces gens-là qui viennent? J'étais même à la douche en train de me doucher. J'ai mes sœurs qui ont entendu, certains ont pu venir me voir, rester avec moi. Quand j'ai vu le Premier ministre, Sidimé, je crois qu'il était Premier ministre, qui est venu, pas avec d'autres personnes, avec d'autres personnes pour venir me voir pour dire que Lansana Conté veut rétablir mes droits. C'est en ce moment, j'ai les papiers, j'ai les dates, mais je ne les ai pas sous la main comme cela. Il veut me rétablir mes droits. Il a rétabli ma pension en défalquant plusieurs années depuis la mort de mon mari, mais qu'importe. Et il m'a envoyé 2 véhicules. Un Nissan que j'ai et une Mercedes. C'était des années, j'oublie. En quelle année il a envoyé ça? Et donc c'est ce que j'ai eu depuis. Donc cette pension-là, on me verse ça. Ils ont ouvert un compte. On me verse, je vis de cette pension. C'est tout. Je n'ai rien d'autre.
En voiture, quand c'est tombé en panne, le Mercedes, avant que je ne vienne, j'ai trouvé Mohamed avait fait tellement de dépenses. J'ai dit, écoute, pardon, arrête tes dépenses là, parce que nous, on a besoin de vivre. L'argent là, on va manger ça au lieu de dépenser dans la voiture. J'ai envoyé la voiture au garage, j'ai dit, vous arrangez, ou elle dit qu'il ne peut pas arranger. J'ai dit, bon, alors gardez. La voiture qui sombre depuis combien d'années? Je ne peux pas arranger. J'ai dit, moi, je ne peux pas non plus. Oui, la Mercedes est là encore d'ailleurs. Alors vraiment, bon, ça va, mais je vis bien parce que je suis tranquille. Quand on est tranquille avec sa conscience, je vis très bien. Hein. Je me plains de rien du tout. Votre quotidien, c'est quoi? Vous restez à la maison toute la journée? Ah oui, je suis à la maison toute la journée, je fais la lecture, je fais mes prières, je fais beaucoup de chapelets. Bon, je fais un peu de jardinage. Et vous cultivez quoi au jardin, là-bas, des fleurs? Maintenant, là, je n'entretiens pas bien. Mon jardin n'est pas entretenu, mais je faisais des fleurs. Maintenant, je n'entretiens pas bien. Apparemment, vous aimez bien la relation avec la nature, le jardiner et cultiver. Ah, oui. D'où vous est venue cette passion? J'ai toujours eu cette passion. Hein. J'ai toujours eu la passion de cultiver, de jardiner. Dieu merci. C'est une très bonne occupation. Parce que quand on est avec la nature, on ne pense à rien du tout. On ne pense à rien du tout, la tête. J'ai toujours aimé le jardinage et l'élevage, le petit élevage. Et aujourd'hui, c'est quoi vos ambitions? Qu'est-ce que vous envisagez de faire? Moi, je n'ai aucune ambition. Hein. Ah bon? Je veux vivre tranquillement, paisiblement. Mais bon, je souhaite que mes enfants, mes petits-enfants, viennent, restent un peu à côté de moi. J'ai été frustrée quand même parce que je n'ai pas vu mes petits-enfants grandir. Ils sont où? Ils sont aux États-Unis. Ils sont avec leur mère là-bas. Leur père est venu, bon, il a pris la tête du parti de son père, c'est que je pense une bonne chose. Mais les enfants, comme ils font des études, leur mère est restée avec eux. Mais ça fait quand même quelques frustrations parce qu'on ne les voit pas grandir. J'aurais souhaité les voir grandir, voir les premiers mots des enfants. C'est ça qui me frustre un peu. Mais on accepte la vie hein, comme elle est. Et moi, je ne me plains pas. Je suis... Vous n'envisagez pas d'écrire quelque chose, un roman? Non. Peut-être que j'écrirai mes mémoires, peut-être. Mais le roman, non. D'accord. Ma vie, même si ça paraît comme un roman, mais ce n'est pas un roman. C'est des choses vécues. Vous avez eu combien d'enfants? Ah, vous me demandez là trop, hein? D'accord, on retire la question. Madame André, pourquoi vous n'êtes pas remariée? Pourquoi vous ne vous êtes pas remariée? Pourquoi je vais me remarier? Vous ne trouvez pas que ma vie a été assez pleine comme ça? C'est pas du tout dans mes idées le mariage, non. J'ai une vie bien pleine, hein? Bien pleine et vraiment je suis contente de la vie que j'ai eu à mener. Ça me suffit. L'émission tend vers sa fin. On a fait 2 semaines d'émission. Qu'est-ce que vous avez à dire aux auditeurs qui nous écoutent depuis 2 mercredis déjà? Ils nous écoutent. Quel est le message que vous voulez véhiculer? Je voudrais que les Guinéens se donnent la main. La Guinée est une famille. Nous devons nous donner la main. Cette haine qui est cultivée là n'existe pas. Il faudrait que les Guinéens deviennent comme par le passé.
qu'on se donne la main. Si on avait été divisé, jamais on n'aurait eu l'indépendance. Et même si on avait eu l'indépendance, on ne pouvait pas la conserver. Parce que c'était pas facile. Le président Sékou Touré a fait un choix difficile, mais il a choisi l'indépendance dans la dignité. Il dit que le matériel ne compte pas pour lui, mais il veut la dignité. Il a choisi l'indépendance dans la dignité. Et il a eu beaucoup de problèmes toute sa vie. On l'a combattu. Mais il s'est battu. Il dit l'histoire ne retiendra pas qu'un jour, la France généreuse est venue nous donner l'indépendance et que nous avons décidé en disant que nous préférons rester esclaves. Il dit, moi j'ai choisi l'indépendance avec toutes ses conséquences. Et il a choisi l'indépendance. Il s'est battu pour cette indépendance-là. Dieu merci. Même si on ne lui reconnaît pas, mais Dieu est là. Dieu, c'est le grand juge. Et bon, moi en tout cas, je suis très fière de son choix. J'ai beaucoup approuvé, malgré que la vie n'était pas facile. Mais c'était mieux de choisir comme cela. Nos enfants ont certainement souffert un peu, nos petits-enfants, parce qu'eux, ils ne comprennent pas, mais ils finiront par comprendre. Il faudrait que les Guinéens se donnent la main, que nous vivions dans la dignité, dans l'unité, et dans l'harmonie, et dans la paix. Sans paix, rien ne peut se construire. Qu'on cesse ce combat inutile. C'est ce que je demande au peuple de Guinée. Je souhaite à tout le monde beaucoup de courage, que chacun réussisse dans ses entreprises, que ce pays-là devienne prospère, que tous les Guinéens en bénéficient. C'est un beau pays, la Guinée, un pays riche. Et vraiment, je souhaite pour les Guinéens que tous ils en bénéficient, que j'ai à dire. Merci beaucoup, Madame André. Merci énormément. Donc, mesdames et messieurs, merci de nous avoir écoutés. Ça fut émouvant, c'est vrai. Nous remercions Madame André pour le temps qu'elle a pris, que nous a consacré. Merci à tous de nous avoir écoutés.